Le Pen, bonjour. Vous êtes notre invité ce matin pour évoquer les différents thèmes d'actualité. Si je vous dis que vous êtes un peu discrète en ce moment, je me trompe. Je sais pas, il y a eu pas mal de thèmes. La boulette de Payon, comme dit Libé, le pain au chocolat de Jean-François Copé. Je vous ai pas senti en première ligne. Mais parce que vous croyez que je vais courir derrière toutes les babales qui sont lancées par l'UMP et le PS pour détourner l'attention des Français de leurs préoccupations principales. Qui est l'explosion du chômage, la multiplication des plans sociaux. Sur des sujets comme ça, politiques, parce que c'est parfois sur votre terrain, dit-on même. Non, non, je ne crois pas, honnêtement, que je ne suis jamais tombée dans ce genre de piège. Moi, je suis, je crois, le porte-parole des millions de Français qui regardent avec effarement non seulement le gouvernement, mais également l'UMP. Entre les crépages de chignons, le monsieur Hérault dans le rôle du surveillant général débordé. Mais les Français, eux, ce qu'ils veulent, ce sont des réponses sur ce qui les blesse, ce qui les frappe. C'est la situation économique, c'est l'effondrement social, c'est le recul de leur pouvoir d'achat, c'est l'insécurité qui explose, c'est l'aggravation des périls que vit notre pays, et notamment, évidemment, la montée fundamentalisme islamique. Voilà des sujets sur lesquels on attendrait les deux grands partis. Alors, les réponses qui sont apportées sont quand même, permettez-moi, assez pitoyables. Je veux dire, face, encore une fois, à c'est de la diversion, tous ces sujets, pour vous ? Ah, je le crois. C'est pas l'occasion pour vous de donner votre avis sur la dépénalisation du cannabis, par exemple, puisque ça a été mis sur la table ? Oui, mais enfin, je veux dire, je pense que tous les Français savent ce que je pense de la dépénalisation du cannabis. On peut peut-être sortir et faire le test, d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est évidemment une absurdité. Ça fait partie comment dire, de ces marronniers de la politique de gauche qui reviennent en permanence. Mais regardez le niveau des réponses qui sont apportées par le Parti socialiste. Je veux dire, face au chômage, aux plans sociaux, aux milliers de Français qui se retrouvent sur le carreau, hein, aux délocalisations d'entreprises, aux fermetures d'usines. La réponse, c'est le mariage homosexuel. Face à l'augmentation du trafic de drogue, à la transformation de Marseille en Chicago, la réponse, c'est le vote des étrangers aux élections locales. Et l'on voit des trafics, d'une insécurité qui explose. Et la réponse, c'est quoi ? C'est la dépénalisation du cannabis. Mais dans quel monde vivent-ils ? Dans quel monde vivent-ils ? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement se débarrasser de leur logique électoraliste et idéologue pour tenter au moins de s'intéresser aux problèmes des Français? Alors les problèmes des Français, c'est évidemment les déficits, puisque s'il y a déficit, il y a dette, s'il y a remboursement de dette, il y a des budgets en baisse, etc. Monsieur Hérault vient de déclarer sur Europe 1 il y a quelques secondes que les 3%, c'était intangible, c'est un objectif impératif. Qu'est-ce que vous feriez, vous, sur ces 3%? Oh, je ferais exactement l'inverse de ce qu'il fait. C'est-à-dire que je redonnerais du pouvoir d'achat aux Français, je mettrais en place un protectionnisme aux frontières pour préserver nos entreprises de la concurrence internationale déloyale, je mettrais en place la préférence... Le mal vient de l'extérieur, on ne peut pas endémiquement en France tenter quelque chose pour relancer l'économie plutôt que de fermer les frontières. Non mais excusez-moi, comment on relance l'économie quand on a un aussi lourd handicap de compétitivité par rapport à des pays qui payent leurs salariés 50 € par mois, qui ne leur donnent aucun système de protection sociale, qui ne respectent aucune norme de sécurité, ni aucune norme de respect écologique. Donc la réponse préférence nationale, on ferme les produits. Non, on ferme pas, non. On rétablit une concurrence qui soit une concurrence loyale. Aujourd'hui, la concurrence est déloyale. Bon, on donne une priorité d'accès à l'emploi aux Français, ce qui paraît être tout de même la moindre des choses. Et puis, on redonne du pouvoir d'achat aux Français pour leur permettre de relancer l'économie. Parce que je vais vous dire, c'est pas la moindre des choses. C'est une révolution. C'est absolument antinomique avec le droit français. Ah bon ? De donner une préférence nationale pour un emploi. Ah bon ? Il me semblait pourtant que c'est ce qui est appliqué, par exemple, dans la principauté de Monaco.
Non, mais je vous parle Non, de non, ce qui mais se passe ici. donc c'est pas quelque chose ouais. d'absolument incroyable, puisque ça se déroule sur notre territoire, sans d'ailleurs que ça n'ait entraîné la condamnation de quiconque dans la classe politique. Bon, la réalité, c'est que ils ne veulent pas faire ça parce que l'immigration sert à obtenir une déflation salariale, sert à peser à la baisse sur les salaires, et on entretient un chômage de masse pour empêcher les revendications légitimes des travailleurs, pour appuyer sur le système de protection sociale et pour faire baisser les salaires au bénéfice, comme d'habitude, de quelques-uns. Moi, je voudrais vous parler des déficits. Qui marcheraient facilement contre la droite, ce que vous venez de dire. Mais là, c'est la gauche qui est au pouvoir. La gauche n'a quand même pas la réputation de vouloir appuyer sur les travailleurs français et de ne pas leur donner... Mais non, mais bien sûr. Mais la gauche n'a pas non plus la réputation d'être ultralibérale, et pourtant elle l'est. Elle n'a pas la réputation de vouloir déréguler l'intégralité de l'économie, et pourtant c'est ce qu'elle fait depuis 30 ans. C'est elle qui a autorisé la fusion des banques de dépôt et des banques d'affaires, permettant aux banques de jouer au casino avec l'argent des déposants. C'est elle qui a ouvert le capital des grandes entreprises stratégiques françaises, qui a fait le plus de privatisation. C'est elle aujourd'hui qui maintient et même accélère la concurrence internationale déloyale et qui se soumet à l'Union européenne de l'austérité. Je vous signale tout de même, pour information, que l'énorme effort qui est demandé aux Français en 2013, 30 milliards, 35 milliards, qui va peser sur les entreprises, mais également, évidemment, sur l'ensemble des contribuables, eh bien, est déjà dépensé. Il est dépensé depuis avant-hier. Monsieur Moscovici vient de faire un chèque de 31,5 milliards au FMI. Voilà à quoi servent les sacrifices que l'on demande aux Français. Abonder la machine à fabriquer les mégots qui est devenue l'Union européenne. Ça ne marche pas que dans un sens. Il y a de l'argent qui revient. On a eu l'occasion d'en parler ici. Il y a de l'argent qui revient. Ben oui, dites ça aux Français. Ils ne le voient pas beaucoup, l'argent qui revient. Alors, il y a eu des couacs dans la discipline gouvernementale à propos du traité européen, on l'a vu, etc. Quel regard vous avez porté là-dessus ? Je crois très honnêtement que nous sommes face à un gouvernement d'amateurs, dont le curseur s'est arrêté probablement dans les années 90, début des années 90, et qui n'ont absolument pas pris la mesure de la situation incroyablement dangereuse qu'a représenté l'explosion de la mondialisation. Surtout de la faculté des députés à ne pas être d'accord avec le gouvernement pour le traité européen, par exemple. Mais parce qu'ils se pensent encore dans l'opposition, monsieur. Ils se pensent dans l'opposition. Et donc, chacun dit ce qu'il veut. Il n'y a absolument aucune discipline pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune vision. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de cap, eh bien, chacun part par des chemins personnels. Donc, c'est exactement ce qui se déroule. Et ça, c'est de la faute de François Hollande. Et c'est de la faute de M. Ayrault. Ils n'ont pas donné de cap clair. Alors, tout le monde s'égaye comme dans la cour de récréation. Marine Le Pen, on souligne les couacs du côté de l'UMP, avec la campagne pour la présidence, on souligne les couacs du côté du PS. Moi, je vais vous souligner un couac du côté du Front National. 33% ou allez, 50% de vos représentants à l'Assemblée nationale, Marion Maréchal Le Pen, ne sont pas d'accord avec vous sur la peine de mort. Mais ça n'est pas un problème, monsieur, puisque je suis pour le référendum. Par conséquent, elle a dit elle-même, il y aura un référendum et chacun votera en son âme et conscience. C'est le concept même du référendum. Dans votre parti, il est pensable aussi que la présidente du parti soit favorable à la peine de mort, ce qui est votre cas, vous l'avez rappelé récemment, et une élue, une députée, est contre la peine de mort. Mais je l'ai toujours dit, il y a au Front National des gens qui ont sur ce sujet des avis qui sont très différents. Mais enfin, le choix est entre la peine de mort et la perpétuité réelle. Voilà, ce sera la question du référendum. C'est un choix important. Oui, c'est un choix important et chacun pourra s'exprimer dans les urnes. Et Marion Maréchal Le Pen n'a pas une influence sur vous? Je sais pas, il n'y a pas un échange générationnel qui peut, on va dire, vous faire un peu vaciller sur vos convictions en vous disant finalement, est-ce que la peine de mort doit encore être appliquée? Non, j'ai mené cette réflexion depuis de nombreuses années. Vous savez que je suis avocat. Et que par conséquent, j'ai eu évidemment à m'intéresser à ce sujet et à l'importance de l'existence de la peine capitale dans ce qu'on appelle la construction de l'échelle des peines. Bon. Mais encore une fois, je voterai oui, elle votera non. Ce qui est important, c'est que les Français votent et qu'ils soient enfin entendus, qu'on leur rende enfin la parole. Pas de la même manière tous les que pour la sondages disent que les Constitution. Français sont contre la peine de mort désormais. Oui, mais je me méfie des sondages lorsqu'ils j'allais pourtant vous en servir un qui est plutôt favorable à vous. Je me méfie des sondages
lorsqu'ils ne sont pas précédés d'un débat. Pendant la Constitution européenne, les sondages disaient que 62% des Français étaient pour la Constitution européenne. Il y a eu un débat, ils étaient 55% à voter contre. Donc, quand il n'y a pas de débat, eh bien, par définition, les Français n'ont qu'un seul son de cloche. Donc, je me méfie de ces sondages quand ils n'interviennent pas après un débat. Là, vous étiez à 17,9 à la présidentielle. Il y a un sondage qui vaut ce qu'il vaut, qui dit que vous seriez à 19,5 au premier tour aujourd'hui et que Nicolas Sarkozy sera en tête. Oui, enfin moi, si vous voulez, on ne va pas refaire le match d'hier. Ouais. Ce que je voudrais, c'est qu'on voit le match de demain. Et le match de demain, ce sont les municipales. Ça va être une élection absolument essentielle. J'allais vous en parler, décidément. Alors, vous avez évidemment fait le calcul. Je crois qu'il y a eu l'autre jour, c'était un sondage IFOP qui était dans le Figaro, sur le nombre de villes. Il y avait 51 communes de plus de 4000 habitants qui avaient dépassé la barre des 43% pour le Front National lors des dernières législatives. Alors, Hénin-Beaumont, Noyelles-Godault, Hénin-Beaumont avec 55%, Sainte-Marie-de-la-Mer, 72%, Tarascon, 57%, Fontvieille, Le Luc, Vidauban, Cogolin, beaucoup de villes du Sud. Alors, vous avez une stratégie, là, vous allez mettre des gens assez forts dans ces places-là pour conquérir des villes et prendre le pouvoir, enfin, j'allais dire. Bien sûr. Pour vous ? Bien sûr. Nous allons décrocher des villes, en tout cas tenter de le faire. Et puis, parallèlement, nous allons avoir des centaines et des centaines de conseillers municipaux. Je pense qu'il est important que la voix du Front National s'exprime dans les conseils municipaux, puisse informer aussi les habitants de ce qui s'y décide, parce que bien souvent, ils ne sont pas informés. Et pas seulement dans les grandes villes, pas seulement dans les villes moyennes, mais également dans les villages. Je pense que cette proximité est essentielle pour la construction de notre arrivée au pouvoir. Avec comme leitmotiv, priorité aux Français en temps de crise ? Oui, si ce n'est que nous ne violerons pas la loi dans les conseils municipaux. La loi aujourd'hui interdit de donner une priorité aux Français. Ce combat-là, il doit se mener à l'Assemblée nationale, ou il doit se mener au Parlement européen pour tenter de faire dévier cette Union soviétique européenne de son ultralibéralisme. Bon. Mais en revanche, en matière de sécurité, il y a beaucoup à faire dans les communes. En matière d'aide sociale, il y a beaucoup à faire. Pour arrêter... par exemple, si vous voulez, on s'aperçoit que dans beaucoup de communes, il y a des subventions très importantes qui sont accordées à des associations communautaristes. Je dis qu'on ne peut pas lutter contre le communautarisme en finançant les associations communautaristes, par exemple. Mais ce discours toujours refermé sur nous-mêmes, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au moment de l'Europe, au moment où on a tant de défis face à nous, le Front National pourrait faire évoluer un peu son discours plutôt que de fermer, de dire priorité aux Français. On ne peut pas essayer de tenter quelque chose de plus, je sais pas, de plus ambitieux, pardon. Monsieur, on peut faire ce qu'on veut, mais la mondialisation heureuse, vous nous l'avez vendue pendant des années. Hein. Moi, je vous ai rien vendu. Non, mais d'accord. Enfin, le système l'a vendu pendant des années. Ah, la mondialisation, c'est merveilleux. L'ouverture vers les autres des frontières. Aujourd'hui, c'est un drame, voilà. Mais pas un drame comme ça sur le papier. C'est un drame humain, la mondialisation. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter de commercer avec d'autres pays. Il ne s'agit pas de fermer ses frontières. Il s'agit de mettre en place un protectionnisme raisonné et raisonnable. Ce qu'est en train de faire, d'ailleurs, un certain nombre d'autres pays dans le monde, parce que eux, ils ne sont pas bloqués dans cette idéologie et ils ne sont pas pieds et poings liés par l'Union européenne. Bon, donc mettre un protectionnisme intelligent, charité bien ordonnée commence par soi-même. En situation de crise terrible, il m'apparaît assez légitime tout de même que l'argent des Français bénéficie et le développement économique de la France bénéficie d'abord aux Français avant de bénéficier aux populations du monde entier. Bien, en tout cas, c'est, je crois, cette politique de bon sens qu'attendent les Français. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer un protectionnisme, y compris un protectionnisme national. Eh bien, moi, je porte la voix de tous ces Français qui ne sont pas entendus par la classe politique. L'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix. Oui, j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise. Hein. En l'occurrence, je trouve que c'est une véritable provocation. Vous ne pensez pas que c'est une réussite, qu'au moins celle-là, même si l'Europe est, c'est vrai, assez vilipendée, notamment par les Français, qui n'ont pas cette vision très, très idyllique de l'Europe, vous ne pensez pas que c'est quand même un succès que depuis le début des années 50, on n'ait pas connu de réels conflits comme on l'avait dit. Comme nous avons des pays qui sont depuis rentrés dans l'Europe, évidemment, si vous parlez des Balkans. Ah oui. Mais on a quand même, vous ne pouvez pas nier qu'entre ce qui s'est passé entre 1830 et 1870 et 1945, non seulement l'Union, l'Europe n'a pas pacifié notre région. Non, c'est la paix qui a permis la construction de l'Europe, c'est pas l'inverse. Bon, étant entendu qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu 60 ans de paix, ça n'est pas vrai. Il y a eu la guerre des Balkans qui a été terrifiante. Bon, et puis l'Union européenne s'est engagée dans un certain nombre de guerres tout de même depuis. On n'en parle pas sur des théâtres
théâtre extérieur, certes, mais Si, on on ne peut en pas parle. dire que l'Union européenne soit pacifiste. Bon, moi je pense que l'Union européenne mène une guerre économique et sociale au peuple européen, que les conflits vont se multiplier, qu'aujourd'hui il y a le terreau pour des révoltes dans beaucoup de pays européens qui subissent les plans d'austérité à répétition. On ne peut pas dire objectivement que l'Union européenne soit aujourd'hui un vecteur de paix. Voilà, ça c'est une certitude. Ils auraient mieux fait de donner leur prix Nobel de la paix à la petite Malala qui a pris 2 balles par les fondamentalistes islamiques pakistanais. Là au moins ça avait un sens. Une dernière nouvelle là, qui date de quelques secondes. Il n'y aura pas d'intégration des œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. Bah voyons, voyons, on va protéger évidemment Monsieur Fabius et ses amis, alors que c'était la première chose qu'il fallait faire. La droite ne l'a pas fait pendant tout le temps où elle était au pouvoir. Pourquoi? Non mais d'accord, mais vous voyez que la droite ne le fasse pas, c'est une chose. La droite a toujours défendu, pour des raisons d'ailleurs parfois incompréhensibles, ceux qui sont les plus aisés, c'est-à-dire qui ont besoin de moins de protection. Mais la gauche, elle, qui avait retiré les œuvres d'art de l'ISF, se refuse à les réintégrer. Ça permettra à M. Minc de continuer à se faire payer en œuvres d'art pour éviter de tomber sous le coup de l'ISF. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. Il est 9h précisément. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Et nous allons recevoir dans quelques instants Bruno Mazur, Yves Tréhard, Denis Jambard et Jean-Pierre Denis. Oui, là, on se masculinise un petit peu dans l'émission. Ce sont nos éditorialistes qui nous rejoignent. Merci, bonne journée.